Quand j'ai commencé à m'intéresser à Derinkuyu, j'attendais la version habituelle. Un abri creusé à la main, rudimentaire, taillé dans la roche par les réfugiés désespérés fuyant une invasion. Un instinct de survie transformé en pierre. C'est ce qu'on nous enseigne. C'est ce que les manuels répètent. Et pendant quelques jours, j'étais prêt à le croire. Puis j'ai vu les photographies de 1963. Des relevés réalisés par des géomètres turcs lors de la première exploration officielle. Des puits de ventilation descendant à 85 mètres de profondeur, alignés avec une régularité que mes instruments modernes ont eu du mal à mesurer. Pas approximativement alignés, précisément alignés, à moins d'1 centimètre près, sur 18 niveaux. Ce niveau de précision exige des équations de pression différentielle, des mathématiques qu'aucune population cappadocienne de 800 avant notre ère ne possédait, officiellement. Et à ce moment précis, la version officielle ne s'est pas fragilisée, elle s'est évaporée. Ce n'était pas construit par désespoir, c'était hérité, et ensuite oublié. Quand j'ai commencé mes recherches, j'ai accepté le récit conventionnel sans résistance. Les Phrygiens, les Hittites, des populations qui auraient creusé, génération après génération, un refuge souterrain pour échapper aux envahisseurs. Un projet humain, long, pénible, héroïque dans sa lenteur. J'attendais une histoire d'endurance, un monument à la persévérance humaine primitive. Mais ce que j'ai trouvé, dès les premières heures d'investigation, était autre chose. Les cartes topographiques établies par le gouvernement turc en 1969, celles que les archéologues utilisent encore aujourd'hui comme référence, révèlent quelque chose que les légendes des musées n'expliquent jamais. Entre les 18 niveaux excavés, il n'existe aucune couche de débris de construction, aucun résidu de roches fragmentées entre les étages, aucune accumulation de poussière stratifiée indiquant des phases de travail successives. Quand vous creusez dans la roche, vous produisez des déchets, des tonnes de déchets. Sur des siècles de travail, ces déchets s'accumulent, se stratifient, laissent une signature géologique irréfutable. Cette signature n'existe pas à Derinkuyu. Le musée de Nevşehir expose les outils qui auraient servi à cette construction. Des ciseaux en fer, des marteaux primitifs, des leviers en bois. J'ai passé du temps devant ces vitrines, et j'ai fait le calcul que personne ne semble vouloir faire à voix haute. Avec ces outils, excavant la roche volcanique de Cappadoce à un rythme réaliste, il faudrait des millénaires pour produire 85 mètres de profondeur sur 18 niveaux. Pas des siècles, des millénaires. Et encore, en supposant une main-d'œuvre de plusieurs milliers de personnes travaillant sans interruption. Le récit officiel ne précise jamais combien de personnes auraient participé. Il ne précise jamais combien d'années. Il dit simplement « au fil des générations ». Cette formulation vague est censée répondre à une question d'ingénierie précise. Ce qui m'a arrêté net, c'est ceci. Il n'existe pas un seul texte hittite faisant référence à la construction de Derinkuyu. Pas une inscription, pas un registre administratif, pas une tablette comptable énumérant les ouvriers, les outils, les matériaux. Les civilisations de l'Anatolie antique documentaient tout. Les récoltes, les impôts, les mariages, les guerres. Elles gravaient leurs histoires dans la pierre et sur l'argile. Et pourtant, sur le projet de construction le plus monumental de toute leur région, le silence est total. Si vous construisez quelque chose, vous en laissez une trace, toujours. Partout dans l'histoire humaine, les grands travaux génèrent des archives, des plans, des listes, des plaintes d'ouvriers, des ordres de paiement. L'absence absolue de documentation n'est pas une lacune archéologique, c'est une anomalie structurelle. C'est là que j'ai commencé à reconnaître un schéma. Un schéma que l'on retrouve dans des structures auxquelles on associe aujourd'hui quelque chose que l'on appelle Tartaria. Une précision immense, zéro trace de construction. Si quelqu'un l'a construit, quelqu'un aurait écrit. Quelqu'un écrit toujours, alors pourquoi pas ici? J'attendais une architecture de survie, fonctionnelle, brute, efficace par nécessité. Des couloirs creusés par des mains humaines suivant le chemin de moindre résistance dans la roche. Des espaces irréguliers, comme une caverne façonnée par l'urgence. Ce que j'ai trouvé était un système géométrique. Les relevés architecturaux superposés au plan de Derinkuyu, comparés ensuite au système de géométrie sacrée documenté dans d'autres structures antiques majeures, révèlent quelque chose d'impossible à attribuer au hasard.
Les proportions des couloirs, largeur sur hauteur, maintiennent un ratio constant à travers les 18 niveaux. Ce ratio est 1 à 1,618, le nombre d'or. La proportion que l'on retrouve dans les spirales galactiques, dans la disposition des graines de tournesol, dans l'architecture des cathédrales gothiques, dans la structure de l'ADN. Appliquée souterrainement, dans l'obscurité totale, sans instrument de mesure visible, sur 85 mètres de profondeur, des photographies prises en gros plan sur les jonctions de parois courbes montrent des angles qui ne varient pas d'1 millimètre d'une salle à l'autre. J'ai fait appel à un ingénieur civil que j'ai invité à examiner ces mêmes relevés sans lui dire de quoi il s'agissait. Sa réaction, mot pour mot, quelqu'un a travaillé avec des instruments de précision, des instruments sérieux. Mais où sont ces instruments ? Où sont les guides tracés à la surface avant l'excavation? Où sont les grilles de panification? Les repères de mesure gravés dans la roche avant d'entamer les travaux, cette pratique universelle dans toute tradition de construction documentée, sont absents. Le calcul est dans la pierre, pas dans une phase préparatoire visible. Voici ce que cela signifie techniquement. Appliquer le nombre d'or à une structure tridimensionnelle souterraine sans instrument de mesure moderne n'est pas simplement difficile, c'est une impossibilité pratique dans le cadre des capacités documentées des civilisations de l'Anatolie de l'âge du fer. Vous avez besoin de trigonométrie. Vous avez besoin de la capacité de projeter des angles précis dans 3 dimensions simultanément. Vous avez besoin de quelque chose qui ressemble beaucoup à une conception préalable sur support externe. Ce support n'existe pas, ou plutôt, il n'a jamais été retrouvé, ce qui n'est pas la même chose. Les photographies des jonctions murales montrent également des courbes qui ne suivent pas la logique du creusement manuel. Elles suivent des arcs calculés, réguliers, reproductibles. La géométrie est encodée dans la structure elle-même, non comme décoration, mais comme ossature fonctionnelle. Ce n'est pas une signature d'improvisation, c'est une signature de transmission. Quelqu'un a planifié cela. Quelqu'un qui connaissait déjà les mathématiques avant de poser le premier outil sur la roche. La géométrie n'apparaît pas par accident 18 étages sous terre. Quelqu'un a planifié ceci. Quelqu'un qui connaissait déjà les calculs. J'attendais un problème de ventilation, une limitation, des couloirs mal aérés, des niveaux inférieurs suffocants, les compromis inévitables d'un système improvisé par des populations sans formation en ingénierie atmosphérique. Ce que j'ai trouvé était un système de climatisation passive fonctionnant encore aujourd'hui. 52 puits de ventilation ont été officiellement identifiés à Derinkuyu. 52 ouvertures descendant depuis la surface jusqu'à des profondeurs variables à travers les 18 niveaux. Les schémas en coupe transversale établis par les ingénieurs turcs dans les années 1970 montrent leurs angles d'inclinaison respectifs. Et quand des ingénieurs thermodynamiques modernes ont soumis ces angles à des simulations informatiques de circulation d'air, le résultat les a arrêtés. Le système fonctionne par convection passive. L'air chaud monte par certains puits spécifiques, l'air frais descend par d'autres. La différence de pression entre les puits crée une circulation continue, sans mécanisme mobile, sans source d'énergie externe. La température dans les niveaux inférieurs reste constante entre 13 et 15 degrés Celsius toute l'année, une plage idéale pour la préservation alimentaire et l'habitation humaine prolongée. Pour concevoir ce système, vous avez besoin de comprendre la dynamique des fluides. Vous avez besoin de calculer les différences de pression entre des ouvertures à des altitudes différentes. Vous avez besoin de modéliser le comportement thermique de la roche volcanique à différentes profondeurs. Vous avez besoin, en résumé, de connaissances que la physique moderne a formalisées au XIXe siècle. Et le système fonctionne parfaitement, dès la première tentative, officiellement. C'est ce dernier point qui m'a le plus préoccupé. Dans tous les domaines de l'ingénierie humaine, les premières tentatives produisent des résultats imparfaits. Les aqueducs romains furent d'abord des essais avant d'être des réussites. Les cathédrales gothiques connurent des effondrements avant de trouver l'équilibre des arcs-boutants. L'apprentissage par l'erreur est une constante universelle du développement technologique humain. À Derinkuyu, il n'y a pas de puits abandonnés à mi-chemin, pas de forages qui ont échoué et ont été comblés, pas de sections de couloirs murées parce qu'elles compromettaient la circulation d'air. Le système est complet, fonctionnel, optimisé.
comme si quelqu'un avait suivi un plan déjà éprouvé ailleurs. Les photographies des ouvertures en surface prises en 1963, avant toute modification touristique, montrent des bords taillés avec une précision qui exclut le travail improvisé. Ces ouvertures ne sont pas des trous pratiques, elles sont dimensionnées, proportionnées, calculées. 52 puits, pas 50, pas 55, 52. Chacun a sa position précise, chacun a son angle précis. Et nulle part dans les archives accessibles, il n'existe un schéma de planification expliquant comment ce nombre a été atteint, comment ces positions ont été déterminées, comment ces angles ont été calculés. On n'ingénie pas par accident un système de convection pour 20 000 personnes. On hérite du plan. J'attendais un système hydraulique simple, des puits descendant jusqu'à la nappe phréatique, de la gravité, de l'eau qui coule vers le bas, comme l'eau le fait toujours, fonctionnel, limité, explicable. Ce que j'ai trouvé a remis en question ma compréhension de ce que ces structures étaient censées faire. Les relevés géologiques turcs des années 1970 cartographient les points d'eau dans Derinkuyu avec précision. Et ce que cette cartographie révèle ne coïncide pas avec un système gravitationnel passif. Plusieurs citernes majeures sont positionnées au niveau intermédiaire. Pas au niveau inférieur, là où l'eau s'accumulerait naturellement. Au niveau du milieu. À des hauteurs qui, selon les lois de la physique élémentaire, n'auraient pas dû retenir l'eau sans une pression d'entrée active. Les photographies de ces citernes montrent les dépôts minéraux sur leurs parois intérieures. Ces dépôts suivent des schémas d'écoulement cohérents avec un approvisionnement sous pression, pas avec une accumulation passive par infiltration. L'eau ne s'est pas lentement filtrée dans ces citernes, elle y est arrivée avec force. Cela signifie un réseau hydraulique sous pression, une infrastructure capable de gérer, diriger et maintenir la pression de l'eau à travers 18 niveaux verticaux dans de la roche volcanique. Dans le contexte des capacités techniques officiellement attribuées aux constructeurs de Derinkuyu, cette infrastructure est une impossibilité. J'ai cherché les rapports des explorateurs ottomans qui avaient documenté les puits de Derinkuyu au XIXe siècle. Leurs premières observations font référence à ce qu'ils décrivent comme un comportement anormal de l'eau dans les niveaux inférieurs. Un phénomène qui semble les avoir suffisamment troublés pour mériter une mention explicite. Et puis, dans les archives que j'ai pu consulter, ces rapports s'arrêtent. Les rapports de suivi, s'ils ont existé, n'ont jamais été rendus publics. Les mentions de l'anomalie hydraulique disparaissent des archives officielles après 1887. Pas progressivement, immédiatement. L'absence de documentation de suivi sur une anomalie explicitement notée n'est pas une lacune administrative. Dans la logique de la bureaucratie ottomane, qui documentait méticuleusement ses relevés territoriaux, cette absence est une décision. Ce qui exigeait un système hydraulique sous pression à des niveaux intermédiaires n'est pas une logique de refuge, c'est une logique d'infrastructure. Quelqu'un concevait non pas comment stocker de l'eau, mais comment la distribuer. Sous pression, sur 18 étages, dans l'obscurité souterraine. Les réseaux hydrauliques sous pression gérés comme infrastructure énergétique, comme système fonctionnel intégré, c'est une signature que je reconnaissais déjà dans d'autres contextes, nous y reviendrons. Et cela nous amène aux chambres scellées des niveaux inférieurs, à ce que les photographies de 1963 montraient encore, et à ce que personne n'a le droit de voir aujourd'hui. C'est exactement là que le chapitre suivant commence. J'attendais des restrictions d'accès ordinaires, sécurité du site, fragilité structurelle légitime, les contraintes normales qui régissent l'accès aux monuments historiques dans le monde entier. Je n'étais pas préparé à ce que j'allais découvrir en comparant ce qui était visible en 1963 à ce qui est accessible aujourd'hui. Les photographies prises lors des premières explorations officielles de 1963, avant que le site soit préparé pour le tourisme, montrent des couloirs intacts au niveau 14 à 18, des passages praticables, des salles avec des parois lisses, des structures en excellent état de conservation, protégées par des siècles de conditions anaérobies stables. Les hommes qui tenaient leurs lampes dans ces couloirs ne se déplaçaient pas prudemment autour d'instabilité. Ils marchaient. Aujourd'hui, les niveaux 14 à 18 sont officiellement fermés. La justification ? Instabilité structurelle. Voici le problème avec cette justification. Les niveaux 1 à 13, construits avec exactement les mêmes techniques, dans exactement le même matériau, accueillent chaque année des centaines de milliers de touristes.
des groupes scolaires, des personnes âgées, des poussettes. Si la méthode de construction crée une instabilité au niveau inférieur, elle crée la même instabilité au niveau supérieur. La roche tuf cappadocienne ne change pas de propriété mécanique en fonction de la profondeur. L'instabilité structurelle est citée de manière sélective, et la sélection porte précisément sur les niveaux les plus profonds, les plus éloignés du regard public. En 1974, le ministère turc de la Culture a émis des ordres de restriction d'accès formel pour les niveaux inférieurs de Derinkuyu. Ces documents existent. Ils sont référencés dans des correspondances administratives accessibles aux archives nationales d'Ankara. Mais leur contenu justificatif détaillé n'a jamais été publié. Les ordres ont été émis. Les raisons précises, celles qui ont motivé la décision, restent confidentielles après 50 ans. Les ordres de restriction sur des sites archéologiques incluent généralement une justification technique précise, rapport d'ingénieur, évaluation géologique, recommandations de sécurité. Ces documents accompagnateurs ne font pas partie des archives accessibles pour Derinkuyu. Ils ont été séparés des ordres eux-mêmes, où ils n'ont pas été produits. Ce qui m'a frappé, c'est la chronologie. Les restrictions de 1974 surviennent 9 ans après l'ouverture du site au public en 1965. 9 ans pendant lesquels des chercheurs, des journalistes et des explorateurs indépendants ont eu accès au niveau inférieur. Et puis, soudainement, les portes se ferment. Qu'est-ce qui a changé entre 1965 et 1974 ? Qu'a-t-on vu, ou compris, ou documenté pendant ces 9 années qui a justifié de fermer définitivement les niveaux les plus profonds ? Ils n'ont pas scellé ces étages parce qu'ils étaient dangereux. La structure ne s'est pas dégradée. Ce qui a changé, c'est ce qu'on avait trouvé en bas. J'attendais des portes, des barricades rudimentaires, des blocs de roches approximatifs poussés en travers des couloirs par des populations terrifiées, fuyant une menace imminente. Une défense de fortune, efficace par son poids brut. Pas des disques de pierre parfaitement circulaires. Pas des mécanismes de fermeture à pivot uniques. Pas des systèmes d'équilibre qui fonctionnent encore aujourd'hui avec une précision mécanique. Les portes en meule de Derinkuyu pèsent entre 200 et 500 kg chacune. Plusieurs exemplaires atteignent et dépassent le millier de kilogrammes. Chaque disque est taillé en cercle parfait, avec un axe central percé précisément pour recevoir un levier de manœuvre. Ce levier, actionné par une seule personne, permet de faire pivoter la porte et de la verrouiller en position fermée depuis l'intérieur. Les photographies en gros plan des points de pivot montrent un degré d'usinage circulaire qui n'a pas d'équivalent dans les capacités de travail de la pierre documentée pour la région à l'âge du fer. Tailler un disque parfaitement équilibré de 500 kg, c'est-à-dire un disque dont le centre de gravité coïncide exactement avec l'axe de rotation, requiert des calculs de distribution de masse et une précision d'exécution comparable à ceux d'un tour industriel. Des analyses d'ingénierie indépendantes publiées dans des revues techniques spécialisées ont calculé la marge de déséquilibre acceptable pour qu'une de ces portes soit manœuvrable par une personne seule. Cette marge est inférieure à 2% de la masse totale. Chaque porte que j'ai examinée respecte cette contrainte. Aucun site de fabrication n'a jamais été identifié. Pas de carrière montrant des traces d'ébauche de ces disques. Pas d'atelier présentant les fragments caractéristiques d'un travail de mise en forme à cette échelle. Et l'analyse minéralogique des pierres utilisées pour ces portes révèle quelque chose que les guides touristiques ne mentionnent jamais. Elles ne proviennent pas du tuf volcanique local. Le matériau est différent. L'origine est officiellement inconnue. Des portes qui ne viennent pas de la région, fabriquées avec une précision que la région n'avait pas documentée, installées dans un site dont la construction ne laisse aucune trace, par une population qui n'a laissé aucune archive. Vous ne pouvez pas improviser une porte parfaitement équilibrée d'un millier de kilogrammes. Vous ne l'inventez pas sous la pression d'une invasion imminente. Vous la fabriquez dans un environnement contrôlé, avec des outils précis, en suivant des spécifications préétablies. Ou bien quelqu'un d'autre l'a fabriquée avant vous, et vous l'avez installée parce que vous saviez où elle devait aller. Ces portes n'ont pas été créées pour ce site. Elles ont été conçues pour un système, et ce système existait avant Derinkuyu. J'attendais un site isolé, un refuge unique dans un paysage de roches volcaniques, remarquable par lui-même, sans connexion structurelle avec d'autres sites. C'est comme ça que les refuges fonctionnent, locaux,
autonomes, séparés. Ce que j'ai trouvé était un réseau. Les cartes de tunnels régionales, établies à partir de relevés géologiques cumulés, montrent les connexions souterraines connues entre Derinkuyu et d'autres villes troglodytes de la région, Kaymakli, Oskonak, Gazimir et plusieurs sites sans nom officiel encore en cours d'exploration. Ces tunnels de connexion ont été redécouverts, pour la plupart, de manière accidentelle par des habitants ou des agriculteurs dont les outils heurtaient un vide inattendu à plusieurs mètres sous leurs pieds. Le tunnel principal reliant Derinkuyu à Kaymakli mesure plus de 9 km. Il maintient une profondeur et une inclinaison constante sur l'intégralité de son tracé, traversant des formations géologiques variées, franchissant des zones où la roche volcanique change de densité, naviguant autour de poches souterraines naturelles, tout en maintenant un grade navigable, c'est-à-dire une inclinaison praticable à pied dans les deux sens. Pour maintenir un grade constant sur 9 km de terrain souterrain variable, vous avez besoin d'une cartographie géologique précise de la surface. Vous avez besoin de projeter des coordonnées tridimensionnelles de la surface vers le sous-sol sur des distances supérieures à 9 km. Vous avez besoin d'une triangulation capable de corriger en temps réel les déviations dues aux formations rochiques rencontrées. Ces capacités sont documentées en ingénierie civile moderne. Elles ne sont pas documentées pour l'Anatolie de l'âge du fer. La photographie aérienne du terrain au-dessus de ces tunnels montre une topographie complexe, des collines, des vallées, des formations volcaniques irrégulières. Le tunnel qui passe en dessous ne suit pas le relief, il le traverse, maintenant son niveau, comme si les concepteurs travaillaient avec une carte que nous n'avons pas retrouvée. Ce réseau n'apparaît sur aucun calendrier de construction officiel. Aucune chronologie archéologique n'attribue ces tunnels à une période précise, ni à une culture précise. Leur existence a été reconnue officiellement seulement après des découvertes accidentelles répétées, jamais après une investigation archéologique proactive. Une civilisation qui n'utilise pas la géométrie, l'eau et la pression comme système isolé, mais comme une infrastructure intégrée à l'échelle régionale. Des nœuds connectés. Un réseau dont nous ne comprenons pas encore l'étendue. Ce n'était pas une ville, c'était un terminal, un nœud dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Et nous ne savons toujours pas à quoi il était connecté à l'autre bout. J'attendais une explication cohérente. Les raids arabes du 7e siècle, les invasions perses, les persécutions byzantines. L'une de ces menaces historiques documentées, superposées au site, qui justifierait l'investissement colossal représenté par Derinkuyu. J'étais prêt à accepter n'importe laquelle de ces explications si les données la soutenaient. Aucune ne la soutient. Les cartes d'invasion historique de la Cappadoce, superposées aux chronologies de construction estimées pour Derinkuyu, révèlent un décalage fondamental. Les dates de construction les plus anciennement attribuées au site précèdent les raids arabes de plusieurs siècles au minimum. L'argument de la protection contre les Perses se heurte à la même difficulté chronologique. Quant aux persécutions byzantines, elles sont trop tardives et trop localisées pour expliquer une infrastructure dont les niveaux inférieurs ont visiblement été construits et utilisés bien avant l'émergence de l'Empire byzantin. Mais le problème n'est pas seulement chronologique, il est structural. 18 étages, 52 puits de ventilation, des pressoirs à vin, des étables, des celliers, des cuisines, des espaces religieux avec des fresques, des salles de réunion, des systèmes hydrauliques sous pression, des puits suffisamment profonds pour garantir une alimentation en eau indépendante de la surface pendant une durée indéfinie. Ce n'est pas l'architecture d'un refuge temporaire. Ce n'est pas non plus l'architecture d'un abri d'urgence. C'est l'architecture d'une civilisation dont l'existence principale se déroule sous terre. Une infrastructure construite pour la permanence, pas pour l'exception. Et voici ce que les livres d'histoire ne mentionnent jamais. Aucun compte-rendu contemporain d'une force d'invasion en Cappadoce ne mentionne Derinkuyu. Ni les chroniques arabes, ni les récits persans, ni les documents militaires byzantins ou romains. Une ville souterraine capable d'abriter 20 000 personnes avec ses propres ressources en eau, en air et en nourriture, ne laisse aucune trace dans la mémoire de ceux qui auraient théoriquement cherché à la prendre. Une ville de 20 000 habitants n'échappe pas à tous ces envahisseurs pendant des siècles sans que personne n'en parle. Soit personne ne la cherchait parce que personne ne savait qu'elle existait, soit elle existait à une époque où les envahisseurs que nous connaissons n'étaient pas encore là. Avant de continuer, si vous êtes encore là, si vous ressentez cette même étincelle que j'ai ressentie au début de cette investigation, faites-moi une faveur.
Appuyez sur le bouton j'aime maintenant, pas pour l'algorithme, parce que ça me dit que vous êtes l'un des rares à vouloir vraiment la vérité. L'un des rares qui voit ce qui se cache entre les lignes. Il ne fuyait pas désarmé. L'échelle nous le dit clairement. Alors qu'est-ce qui, exactement, exigeait 18 étages souterrains et 52 puits de ventilation pour survivre? J'attendais une menace humaine. C'est toujours une menace humaine dans ces récits. Des soldats, des conquérants, des persécuteurs. La violence d'une époque difficile à laquelle des populations ingénieuses répondent par l'ingéniosité souterraine. Et puis j'ai examiné la structure elle-même, pas comme un refuge humain, mais comme un dispositif d'ingénierie face à quelque chose d'autre. Les échantillons géologiques prélevés dans les couches de roches tufs entourant Derinkuyu révèlent quelque chose que les publications archéologiques standards ne commentent jamais. La roche cappadocienne présente des propriétés naturelles de blindage contre les rayonnements. Sa densité et sa composition minéralogique en font un isolant thermique et un absorbant de radiation plus efficace que n'importe quel matériau de construction de surface. Se réfugier dans ce tuf spécifique, à cette profondeur spécifique, offre une protection que les murs de pierre ordinaires ne peuvent pas fournir. Quelqu'un choisissait ce matériau et cette profondeur en connaissance de cause. Les mesures des angles de courbure dans les couloirs des niveaux inférieurs, comparées aux spécifications de conception des bunkers militaires modernes, produisent une superposition troublante. Les courbes intégrées aux intervalles réguliers dans les passages de Derinkuyu correspondent fonctionnellement aux déflecteurs d'ondes de souffle, une conception qui dissémine l'énergie d'une onde de pression progressive en la forçant à changer de direction, réduisant ainsi son impact destructeur. Ce principe a été formalisé par les ingénieurs militaires américains et soviétiques dans les années 1950, dans le contexte de la conception de bunkers nucléaires. Ces courbes existent dans des constructions souterraines antiques en Cappadoce. Et il n'existe aucun texte mythologique, aucun récit religieux, aucune tradition orale cappadocienne qui décrive un cataclysme ayant exigé cette profondeur, ce blindage, cette architecture de survie d'urgence totale. La mémoire culturelle qui aurait dû accompagner un événement suffisamment grave pour justifier 18 étages souterrains a été effacée. Pas perdue progressivement, effacée. La mémoire de l'ingénierie et la mémoire de l'événement qui l'a motivée ont disparu ensemble. Une infrastructure qui encode la connaissance des ondes de souffle, du blindage par radiation, de la circulation d'air hermétique, de la distribution d'eau sous pression, pas séparément, ensemble, dans un seul système intégré à 85 mètres sous une plaine anatolienne. Une civilisation qui encode la survie dans son architecture parce qu'elle a déjà survécu à quelque chose, parce qu'elle sait, par expérience ou par transmission, ce qui vient d'en haut. Quelle que soit la menace qu'il fuyait, elle venait de la surface. Et ce n'était pas une armée. J'attendais des bâtisseurs identifiables, une culture nommée, une civilisation avec des artefacts, une esthétique, une tradition artistique, une trajectoire technologique documentée. Des gens avec une histoire que les archéologues pouvaient saisir et dérouler. Ce que j'ai trouvé était une absence. Les cartes de distribution des sites archéologiques régionaux montrent une anomalie de densité autour de Derinkuyu. Les périodes pré-phrygiennes dans la zone immédiate ne produisent pas de couches d'artefacts cohérentes attribuables à une culture spécifique. Il y a des objets, des fragments, des ossements, mais pas de tradition matérielle évolutive. Pas de séquence visible montrant une technologie qui se développe, s'affine, progresse vers la sophistication que représente Derinkuyu. Les phases de transition n'existent pas. Il n'y a pas de Derinkuyu primitif dont on aurait amélioré les méthodes pour construire Derinkuyu tel qu'il est. Il n'y a pas de version antérieure plus petite, moins sophistiquée, construite avec les mêmes techniques mais à moindre échelle, qui témoignerait d'un apprentissage progressif. L'infrastructure apparaît complète, optimisée dès l'origine, sans phase de développement documentée. Les études de génétique des populations réalisées sur des sépultures cappadociennes de la période considérée ne correspondent à aucun groupe migratoire majeur connu dans la région à cette époque. Les ossements sont là. L'ADN a été extrait et les correspondances génétiques ne s'alignent pas proprement sur les narratifs de peuplement que la chronologie officielle suppose. Mais voici ce qui m'a le plus frappé.
La civilisation associée à la construction de Derinkuyu n'a pas de nom en archéologie mainstream. Elle est désignée par la catégorie « habitants pré-phrygiens ». Cette catégorie n'est pas le nom d'une culture. C'est un conteneur vide que l'archéologie officielle utilise pour absorber toutes les preuves qui ne s'intègrent pas dans les cultures nommées. Pré-phrygien signifie « avant les gens que nous connaissons et nous ne savons pas qui c'était ». Ils ont construit 18 étages sous la roche. Ils ont géré un réseau hydraulique sous pression. Ils ont installé des portes de mécanismes précis dont la matière première n'était pas locale. Et ensuite, ils ont disparu sans nom, sans mythe fondateur, sans descendants revendiquant cet héritage, sans aucune trace qui permettrait à un historien de les placer dans la chronologie standard. Pas une disparition graduelle par assimilation, une absence. Comme si la civilisation n'avait pas évolué vers autre chose, mais avait été retirée de l'histoire. Une civilisation qui construit 18 étages souterrains et disparaît ensuite sans nom. Posez-vous vraiment la question, comment est-ce que ça se produit? J'attendais une découverte, un moment de révélation archéologique. Un homme-honneur qui brise un mur en 1963, tombe sur un couloir, appelle les autorités, et l'humanité découvre un trésor souterrain inconnu. C'est la version officielle. C'est celle qui apparaît dans tous les articles de vulgarisation. Cette version est démentie par les documents eux-mêmes. Les cartes administratives ottomanes de la Cappadoce datant des XVIIIe et XIXe siècles référencent les structures souterraines de la région de Nevşehir. Pas en détail, mais leur existence est notée. Des relevés territoriaux et des registres fiscaux ottomans documentent des propriétés foncières dont les descriptions incluent des caves de grande profondeur et des passages souterrains anciens. Ces descriptions sont trop précises pour être des erreurs topographiques. Des engravures réalisées par des voyageurs européens explorant la Cappadoce au XIXe siècle montrent des entrées de structures souterraines. Ces engravures existent dans des collections muséales en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Elles datent des années 1830 à 1890. Elles précèdent la découverte officielle de 1963 de plusieurs générations. Et les communautés chrétiennes grecques qui vivaient au-dessus de Derinkuyu depuis des siècles, jusqu'à leur expulsion forcée lors de l'échange de population de 1923, utilisaient les niveaux supérieurs du site. Les registres communautaires grecs orthodoxes de la région de Cappadocia le mentionnent. Des caves pour le stockage, des passages pour la protection en temps de troubles locaux. Une continuité d'usage qui s'étend sur plusieurs siècles. Un site utilisé en continu ne peut pas être découvert en 1963. Ce qui a changé en 1963, ce n'est pas la connaissance du site, c'est sa qualification officielle. Et après 1923, avec le départ forcé des communautés grecques qui en maintenaient l'usage, et la mémoire orale, une rupture dans la chaîne de transmission a permis de repositionner le site comme inconnu. Les archives provinciales de Nevşehir conservent des registres de la communauté grecque orthodoxe locale jusqu'au début des années 1920. Ces registres font référence au niveau inférieur du site. Après 1923, des documents provenant de ces archives ont été transférés à Ankara. Le transfert est documenté dans des correspondances administratives. Le contenu transféré ne figure dans aucun inventaire public accessible. Les documents n'ont pas été perdus, ils ont été collectés. Et une collecte documentée sans inventaire rendu public est quelque chose d'entièrement différent d'une perte. Et maintenant, j'arrive à ce que ces mois de recherche m'ont progressivement imposé comme conclusion. Pas comme hypothèse, comme conclusion. Derinkuyu n'est pas un site. Derinkuyu est un nœud, un composant d'une infrastructure préexistante à toutes les civilisations que la chronologie officielle place dans cette région. Et quand j'ai superposé les principes d'ingénierie de Derinkuyu, la géométrie harmonique, l'hydraulique sous pression, la ventilation convective, la diffusion des ondes de souffle, avec des sites souterrains anomaliques documentés en Iran, en Inde et au Pérou, le schéma qui est apparu a rendu une explication par invention indépendante statistiquement intenable. Les complexes souterrains de Nushabad en Iran partagent le même principe de circulation d'air par différentiel de pression. Les sites de Mahabalipuram en Inde présentent les mêmes ratios proportionnels dans leurs espaces excavés. Les niveaux inférieurs de Chavin de Huántar au Pérou intègrent des courbes de couloirs fonctionnant comme déflecteurs de pression. Ces sites ne sont pas connectés géographiquement.
Leurs cultures officielles sont séparées par des millénaires de chronologie acceptée. Ils partagent des solutions techniques identiques à des problèmes d'ingénierie complexes. L'invention indépendante de systèmes techniques identiques dans des contextes non connectés existe. Elle est documentée pour des outils simples, pour des solutions intuitives à des problèmes mécaniques élémentaires. Elle n'est pas documentée pour des systèmes intégrés impliquant simultanément la géométrie harmonique, la thermodynamique passive et la gestion hydraulique sous pression. Il n'existe aucun article académique ayant formellement comparé les spécifications d'ingénierie de Derinkuyu avec celles de ses sites contemporains. La comparaison n'a pas été réalisée officiellement. L'absence de cette comparaison, pour des structures présentant des signatures techniques aussi clairement parallèles, n'est pas une lacune intellectuelle, c'est une décision. Une civilisation qui utilisait l'eau, la géométrie, la pression et la résonance comme un seul système intégré, pas comme des techniques séparées appliquées à des problèmes séparés. Comme une infrastructure cohérente, à l'échelle régionale, planétaire, déployée dans des contextes géologiques variés avec les mêmes principes fondamentaux. Ce que nous avons maintenant suffisamment d'éléments pour appeler Tartaria. Pas une théorie marginale, un cadre explicatif, le seul qui rende ces données cohérentes. Et cela nous amène à ce qui se trouve sous les niveaux 14 à 18, les niveaux scellés, les niveaux que les photographies de 1963 montraient encore intacts. Et c'est exactement là que commence le dernier chapitre. Les photographies fragmentaires prises lors des premières explorations de 1963, avant les restrictions de 1974, montrent les couloirs des niveaux 14 à 18 dans leur état original. Ces images circulent dans des archives de recherche indépendantes. Je les ai examinées. Ce qu'elles révèlent dans les niveaux les plus profonds n'est pas identique à ce que l'on trouve dans les niveaux supérieurs. Les parois sont différentes. La finition de surface est différente. La densité et le type de taille évoquent quelque chose de plus proche d'un usinage que d'une excavation. En 2007, l'Institut géologique turc a mené une campagne de radars géopénétrants sur le site de Derinkuyu. Cette campagne est référencée dans un seul résumé de conférence publié dans les actes d'un symposium de géophysique à Istanbul. Le chercheur principal, dont le nom figure dans ce résumé, a changé d'institution l'année suivante. Les données complètes de cette campagne n'apparaissent dans aucune archive publique accessible, aucune revue scientifique, aucun rapport de suivi gouvernemental. Ce que le résumé mentionne avant de s'arrêter, des anomalies GPR sous le niveau 18, des espaces non effondrés, non inondés, présentant des signatures acoustiques cohérentes avec des chambres de grande dimension. Ces anomalies sont situées en dessous du sol actuel du niveau 18. Elles ne font pas partie de la cartographie officielle du site. Ces chambres ne sont pas le résultat d'un effondrement naturel. Leur géométrie en profondeur est régulière. Elles ont été scellées depuis le dessus, récemment. Pas il y a des millénaires, récemment. L'infrastructure hydraulique des niveaux inférieurs, visible sur les photographies de 1963, présentait des connexions aux canaux des niveaux supérieurs. Sur les images prises après 1974, ces connexions ne sont plus visibles. Pas parce que les canaux se sont obstrués naturellement. Les dépôts minéraux qui accompagnent une obstruction progressive par calcification sont absents. Les connexions ont été physiquement retirées. Déconnectés. Le réseau hydraulique des niveaux inférieurs a été démantibulé avant le scellement, pas par le scellement. Ils ont scellé les chambres, ils ont scellé les couloirs, ils ont scellé les connexions hydrauliques, et ils ont scellé la documentation qui aurait permis de comprendre pourquoi. Derinkuyu est un nœud confirmé. Le réseau souterrain d'Anatolie couvre une superficie estimée plus grande que la Suisse moderne. Nous en avons cartographié moins de 3%. Ce que nous appelons des sites archéologiques distincts, des villes troglodytes séparées, des refuges isolés, sont les extrémités visibles d'une infrastructure dont nous ne comprenons pas encore la cohérence. C'était Tartaria, pas une théorie, un système. Une civilisation qui a encodé sa connaissance dans la pierre, l'eau et la géométrie, et l'a laissée sous nos pieds quand le cataclysme est arrivé. Nous l'avons hérité, nous l'avons scellé, et nous l'avons appelé antique. Ne demandez pas ce qu'il fuyait, demandez ce que nous nous cachons à nous-mêmes.